Celle-ci est la première rencontre de 6 que nous avons organisées, dont vous pouvez trouver la liste à l'entrée. Et nous avons ce soir un écrivain et son éditeur, Nicola Lagioia et Patrice Hoffmann, qui vont nous parler du livre publié en français de Nicola et de l'expérience de la traduction et de la publication en français. Bienvenue à cette rencontre qui est la première de cette série. Des rencontres qui concernent des livres italiens récemment traduits en français. Donc on parlera de livres traduits. Alors c'est pour cela que j'ai pensé important d'inviter à côté des auteurs ceux qui ont contribué à la création de cet objet un peu spécial qui est le livre traduit, qui n'est pas exactement la photocopie du livre original, non seulement parce qu'il est dans une autre langue, donc il est traduit, donc d'où l'importance des traducteurs, mais il y a aussi les éditeurs qui contribuent à façonner cet objet. Ils lui donnent une autre couverture, ils écrivent peut-être un texte de présentation qui est différent, et parfois ils changent même le titre. Nous verrons au cours de cette série que parfois les livres que nous allons présenter changent leur titre en français. Donc, ce sont des aspects que souvent sont un peu méconnus ou ignorés du public, mais la création d'un livre en langue étrangère est une opération compliquée qui voit la participation de plusieurs personnalités. Donc, c'est pour cela qu'on a pensé d'inviter à côté des auteurs, des traducteurs et des éditeurs. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nicola Lagioia, un romancier bien connu en France parce que déjà ses livres précédents ont été traduits en français. Je rappellerai notamment Case départ, que j'avais contribué à faire publier chez Arléa, et puis son livre suivant, La Féroce, qui a été publié chez Flammarion et qui lui a valu l'un des prix les plus prestigieux en Italie, le prix Strega. À côté de lui, Patrice Hoffmann, que je remercie également d'être avec nous ce soir. Patrice Hoffmann a travaillé dans l'édition pendant de nombreuses années, et entre autres 25 ans chez Flammarion. Il a été directeur du département des livres étrangers et ensuite aussi du département des livres étrangers et français. Il a publié des auteurs importants, de Umberto Eco à Jim Harrison, de René de Secati à Bernard Chambaz, Diane de Margerie, pour ne mentionner que quelques-uns. Et donc, il a une très longue expérience. Donc, ce sera intéressant de parler avec lui aussi un peu de la fabrication, si on peut utiliser ce terme, de ce livre. Et est également avec nous Rosanna Gasbarro, que je remercie également, l'interprète, donc un rôle très important qui, à plus forte raison, montre l'importance de la traduction. Alors, le livre dont nous allons parler ce soir, La ville des vivants, que vous voyez là, dans sa couverture française, je vous montrerai également celle italienne. Donc, on a repris l'idée d'un visage coupé en deux, mais ce n'est pas exactement le même. Alors, ce livre se base sur un fait divers. Il rentre dans ce genre que l'on définit roman vérité, ou bien, selon les Anglais, non-fiction novel, donc un roman qui est basé sur des faits réels. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Alors, on peut mentionner, entre autres, le grand modèle, un peu l'archétype, qui est de sang-froid, de Truman Capote, qui est également l'histoire d'un grand crime, d'un massacre qui eut lieu dans un bled perdu dans l'ouest des États-Unis, et qui passionna Truman Capote au point qu'il y consacra des années et des années de recherche. De l'autre côté, pour rester un peu plus chez nous, je rappellerai L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, un autre roman paru en 1998, qui raconte un fait divers, là aussi l'histoire d'un massacre. Je pense que parmi vous, il y aura des lecteurs qui se rappellent cette histoire atroce d'un faux médecin qui avait prétendu d'être un médecin pendant toute sa vie et qui, à un moment donné, décida de tuer toute sa famille. Il essaya de se suicider, mais il ne réussit pas
son objectif, et donc il fut ensuite emprisonné. On reviendra sur ces deux modèles, hein, mais ça nous permet déjà d'entrer dans une matière un peu atroce et barbare, hein, vous le verrez, parce que le fait divers dont Nicolas s'occupe n'a rien à envier à ce que Truman Capote et Emmanuel Carrère racontent. Alors, je résumerai très rapidement ce fait divers qui est très connu des lecteurs italiens, parce que les Italiens, pendant 2016-2017, donc quand le crime eut lieu et suivi du procès, ont eu la possibilité de suivre dans les médias, les journaux, la télé, les réseaux sociaux, tous les détails de cet événement qui choqua profondément l'opinion publique. Donc dans la nuit du 4 au 5 mars 2016, un jeune homme de 23 ans, Luca Varani, est massacré à coups de couteau et de marteau, hein, dans un appartement du Collatino, un quartier de Rome. Et les deux assassins sont deux jeunes hommes de 29 ans chacun, Marco Prato et Walter Foff, qui l'ont tué lors d'une soirée de défonce, de sexe, d'alcool et de drogue. Voilà. Et les deux seront presque immédiatement emprisonnés. L'un, Walter Foff, sera condamné à 30 ans de prison et l'autre arrivera à se suicider en prison. Les deux assassins se sont acharnés sur ce corps à coups de marteau. Ils l'ont défiguré, ils l'ont massacré. Il n'était même plus reconnaissable presque par ses parents. De l'autre côté, il y a le fait que c'est un crime sans mobile, c'est-à-dire ces deux jeunes hommes ne savent même pas pourquoi ils ont tué ce jeune homme qu'ils ne connaissaient pas. L'un des assassins, l'un des meurtriers, il ne connaissait même pas le nom de sa victime. Et puis, à ces deux aspects, il faut ajouter aussi le fait que c'était des gens tout à fait, comment dirais-je, normaux, on ne s'entendait pas. Ce n'était pas des personnalités de la pègre, ce n'était pas un crime passionnel, ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas pour de l'argent. Non, c'était vraiment un crime gratuit. Et donc tout cela a créé, comment dirais-je, un climat d'attention vis-à-vis de ce crime. Alors, j'en viens un peu à ma première question et je m'adresse d'abord à Patrice Hoffmann. Pourquoi ? Parce que je pense que le lecteur français a un rapport avec le sujet un peu dissymétrique par rapport au lecteur italien. Parce que le lecteur italien, finalement, il connaissait déjà tout. Pendant des années, la télé et tous les médias lui avaient rempli le cerveau de tous les détails de ce crime. En revanche, pour le lecteur français, parce que les faits divers, généralement, ne dépassent pas les frontières nationales, sauf exception. Donc, quand vous avez découvert ce livre, et quand vous avez décidé de le publier, comment vous avez réfléchi au sujet de cette dissymétrie ? Et je suis parti de l'idée qui était de se dire comment est-ce qu'un romancier comme Nicolas, dont j'admirais tellement La Ferroccia, en particulier les deux livres, mais spécialement La Ferroccia, parce qu'il a dans ce roman extraordinaire une façon très singulière de conduire la narration, mais surtout de conduire les personnages, de les mettre en scène avec cette symphonie, cette multiplicité de points de vue, pour vraiment charrier à sa façon, avec plein de techniques, dont certaines sont, à mon avis, très originales, la force des émotions de ces personnages et les différents points de vue. Voilà. Donc, comment est-ce qu'un romancier, véritablement, allait s'attaquer cette fois-ci, avec les armes qu'on lui connaît littérairement, comment est-ce qu'il allait s'attaquer à ce cas de figure avec un fait divers odieux, mais surtout totalement connu, alors surmédiatisé en Italie, en effet, où toutes les télévisions ont donné, les articles, c'est infini, ça a duré 2 ans, etc. Donc, déjà, premier intérêt, ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'il approche ça. C'est un peu ma façon de me dire, est-ce que ça va intéresser le public français? Comment est-ce qu'on va toucher à ça? Forcément, on se pose cette question-là. Bon, donc,
je n'ai pas été déçu par le résultat, puisque... Alors, vous avez mentionné que c'était une tradition aujourd'hui qui est bien établie en France, c'est sûr, dans beaucoup de pays maintenant, et plus encore. Alors, depuis les auteurs que vous avez cités, depuis Capote et depuis Carrère, voilà, c'est aujourd'hui, enfin, comme on aime bien nous formaliser, conceptualiser, on a toute cette exofiction et toutes ces choses-là. Bon, beaucoup d'auteurs, encore récemment, de vrais romanciers qui s'attaquent justement à cette matière-là. Et puis voilà, j'avais eu le plaisir, pour parler quand même d'auteurs italiens aussi, de publier, je ne sais pas, 5 ou 6 romans de Melania Mazzucco, que j'aime énormément, et son premier roman, Vita, qui raconte l'émigration de ses grands-parents du Mezzogiorno à New York en 1903, etc. Ou un que j'aime divinement, c'est Lei così amata sur Anne-Marie Schwarzenbach. Elle tant aimée sur Anne-Marie Schwarzenbach, où là, elle développait... Voilà, donc il y a aussi en Italie une tradition extrêmement forte, et elle mettait dans, par exemple, ce texte-là, toute sa force de romancière pour, non pas seulement nous faire une biographie d'Anne-Marie Schwarzenbach, mais le jour où Anne-Marie Schwarzenbach saute par la fenêtre, tente de se suicider, et se retrouve dans un hôpital psychiatrique américain entre les mains d'infirmiers psychiatriques, bon, il n'y a que je trouve la puissance, l'inventivité d'une romancière comme ça qui peut nous faire, non pas décrire les choses, mais ressentir, et on se retrouve soi-même sur le... Voilà. Alors bon, ça c'est Melania, mais comment aller faire Nicolas là-dessus, et je dois dire que j'ai vu comment... Alors il y a des méthodes, je pense, ça c'est une question à lui poser, je pense que c'est... voilà. Dans l'affaire Occia, par exemple, j'avais énormément aimé la façon surprenante dont il pouvait, pour épouser plusieurs points de vue, travailler sur le temps. Alors, sur la répétition, donc il y avait des scènes qui sont répétées plusieurs fois, mais avec des glissements temporels où on la répète, mais un peu plus tard, un peu avant, par quelqu'un d'autre, etc. Et c'est une drôle de sensation, parce que la première fois que j'ai lu comme ça, l'éditeur, donc au fond de moi, dit mais personne n'a relu ou quoi, il l'a déjà dit ça, puis il l'a déjà dit. Et évidemment quoi, la troisième fois, on voit comment c'est dans un dispositif, voilà. Et ça, c'est un dispositif qui a extraordinairement évoqué dans ce livre. Il le fait de plein de façons différentes. Voilà, donc il y a ça, il y a plein de méthodes. On va peut-être pas parler tout de suite de toute la stylistique du livre, mais il le pousse très très loin. Et tout cela m'a confirmé et m'a conforté dans une idée clé, c'était que ce livre, d'abord, était un grand livre de littérature, et qu'on allait même le publier en rentrée littéraire, ce qui ne va pas totalement de soi par rapport au sujet qui est connu, mais qu'il me semble que voilà, cette idée première que seule la force d'un romancier, avec son souci du détail, son travail sur la mise en scène, sur les personnages, sur les points de vue, sur les regards, etc. C'est ça la littérature qui permet quoi, non pas de restituer un événement, mais d'incarner tout un tas de scènes comme ça d'une façon. Et voilà, et ça, je trouve qu'il le réussit tellement bien que c'était vraiment l'idée de le publier à ce moment-là. Alors, La Ferocia, là aussi, c'est un roman qui est une sorte de plongée dans les abîmes de la dépravation. Donc, on se retrouve avec des thèmes comme le crime, la violence, la corruption. Alors, donc, il y a ce fil rouge qui relie les deux livres, non, un peu le crime comme révélateur de l'état d'une société. Alors, je voudrais demander à Nicolas quels sont les aspects de cette histoire criminelle qui l'ont frappé au point de le pousser à décider d'en faire un roman. Allora, potrei dire, come prima cosa, da scrittore, che nulla di ciò che è umano mi è estraneo. D'abord, en tant qu'écrivain, ce que je puis dire que rien de ce qui est humain m'est étranger. Di conseguenza, neanche degli assassini. Et donc, les meurtriers non plus. È molto semplice, molto semplificatorio immaginare questi assassini come dei mostri. C'est très simple, voire simpliste, d'imaginer que ces meurtriers sont des monstres. Perché se fossero dei mostri, cioè se non avessero due occhi,
2 orecchie e una bocca, 2 gambe come noi, appartenendo a un'altra specie vivente, non saremmo mai capaci di fare del male. Parce que s'il n'avait pas 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et 2 jambes comme nous appartiendrions à une autre espèce vivante et donc nous ne serions pas capables de faire du mal. Dunque, definirli mostri è un modo per alleggerirci la coscienza. Et donc, si on les qualifie de monstres, c'est en quelque sorte une façon de libérer notre conscience. Ovviamente questo non riduce di nulla la loro colpa. Bien évidemment, cela ne minimise en rien leur faute. Questo, appunto, dell'omicidio di Luca Varani è un omicidio in cui 3 giorni dopo che è stato commesso l'omicidio è stato già risolto. Pour ce qui est du meurtre de Luca Varani, 3 jours après sa commission, en quelque sorte, il avait été déjà résolu. Si sa chi sono gli assassini e gli assassini sono stati anche presi dai carabinieri, quindi sono stati già 3 giorni dopo assicurati alla giustizia. On connaît les assassins. Ils ont été découverts, arrêtés par les carabiniers, ils ont été remis à la justice, donc c'était fait. E sono addirittura, salvo qualche sfumatura, praticamente reconfessi. Et en quelque sorte, à quelques nuances près, ils ont même avoué leur crime. Ma ci sono 2 elementi che li caratterizzano e li differenziano molto rispetto, per esempio, a quelli di cui si è giustamente parlato, per esempio i protagonisti, gli assassini di A Sangue Freddo o l'assassino solitario dell'avversario. Mais il y a deux éléments qui les caractérisent et qui en même temps les différencient des assassins, de ceux qui tuent à sang-froid ou bien qui tuent en solitaire. Il primo è la mancanza assoluta di un movente. Le premier est donc l'absence totale d'un mobile. Quindi il loro omicidio, se vogliamo farlo risuonare con la letteratura, per esempio, anche se questo è un caso vero, assomiglierebbe forse un po' a un altro libro. Et donc le meurtre qu'ils commettent, si on veut le placer dans le champ de la littérature, à la seule différence que là il s'agit d'un fait réel, d'un fait divers, eh bien ça serait un autre livre. Ma come proverò a dire, in maniera rovesciata. Mais ce serait le même livre en quelque sorte à l'envers. Il libro è un romanzo francese che purtroppo non legge quasi più nessuno in Italia, spero che in Francia invece venga ancora molto letto. Ce livre est un roman français qu'en Italie on ne lit pratiquement plus. J'espère qu'en France il y a encore des lecteurs pour ces livres. Che però parla un po' già nel titolo dell'Italia e di Roma. Mais dans le titre, il nous parle déjà de l'Italie et de Rome. Chi ha indovinato? Avez-vous deviné? Va bene, ve lo dico io. È I sotterranei del Vaticano di André Gide. Et c'est les souterrains du Vatican d'André Gide. Dove a un certo punto un personaggio, l'Afcadio, commette un atto gratuito. Et à un moment donné, un des protagonistes, l'Ascade, commet un acte gratuit. Getta giù un passeggero senza nessun motivo da un treno in corsa, ammazzandolo. En fait, dans un train, il jette par la fenêtre un des passagers en le tuant. Quindi questo richiama, diciamo così, cioè richiama il concetto di atto gratuito. Et ce, pour faire référence à la notion d'acte gratuit. Che ovviamente si richiama, come dire, al più grande esempio di atto gratuito della letteratura mondiale. Qui, à son tour, fait référence à l'exemple d'acte gratuit par excellence de la littérature mondiale. Che ancora una volta è un romanzo francese ed è ovviamente Lo straniero di Camus. Et qui, une fois de plus, est un roman français, c'est notamment L'étranger de Camus. Se queste sono le analogie, c'è una differenza abissale fra l'Afcadio e i 2 assassini della Città dei Vivi. Mais en même temps, si d'une part il y a des analogies, d'autre part il y a un abîme entre ces meurtriers-là et le personnage de Camus.
L'Afcadio, no, tra l'Afcadio e il personaggio della Città dei Vivi. Sì, tra le Perché l'Afcadio non è Camus, l'Afcadio è ok. il sotterraneo del Vaticano. Ah, si, scusa. Sì, sì, quindi no, Donc il y a, si d'une part donc il y a des analogies, il y a aussi un abîme entre ces meurtriers-là et l'Afcade. Perché l'Afcadio di André Gide è pieno di, diciamo così, teorie nicciane, si sente un superuomo e quindi si sente al di sopra del bene e del male. Parce que le personnage de Gide, il est imbibé de théories nietzschéennes, il se sent un surhomme. Questi due, invece, i due assassini della Città dei Vivi, sono due ragazzi smarriti e senza un'identità precisa. Les deux jeunes hommes de la ville des vivants sont deux personnes perdues. E un tempo avremmo detto che sono due borghesi disperati. Par le passé, on aurait dit qu'il s'agit de deux bourgeois désespérés. Ma non sono neanche borghesi più. Mais ils ne sont même plus des bourgeois. Appartengono a quello strano ceto medio senza nome che si è formato negli ultimi anni. Ils appartiennent à cette couche intermédiaire de la population qui a émergé au cours des dernières années. Il secondo elemento di grande differenziazione rispetto ai personaggi di Capote e di Carrère, ve la dico adesso. Et le deuxième élément qui différencie ces deux meurtriers des personnages de Capote et de Carrère est le suivant. E loro sono colpevoli, professano la propria colpevolezza. Uno dei due, Manuel Foffo, dice al pubblico ministero: sì, sono colpevole, mettetemi in galera, datemi pure l'ergastolo. Les deux sont coupables, ils avouent leur crime et un des deux, Manuel Foffo, s'adresse même au ministère public en lui disant: oui, je suis coupable, oui, condamnez-moi à la prison à vie, mais... Ma per favore spiegatemi una cosa, dice l'assassino al pubblico ministero. Mais s'il vous plaît, dit le meurtrier au ministère public, expliquez-moi quelque chose. Spiegatemi che cosa ho fatto perché io non riesco a capirlo, spiegatemi che cosa ho fatto perché io non riesco a capacitarmene. Expliquez-moi ce que j'ai fait, ce que j'ai commis, parce que moi je ne le comprends pas, je ne sais pas comment j'ai pu. È come se fossero due assassini a propria insaputa. C'est comme s'il s'agissait de deux assassins à leur insu. È come se, così raccontano loro, avessero evocato delle forze che a un certo punto non riescono più a governare e che li travolgono. C'est comme ils le disent eux-mêmes, c'est comme si chez eux des forces avaient pris le dessus et qu'ils n'étaient plus en mesure de les maîtriser. Ed è in questa cosa qui che io ho trovato qualcosa di incredibilmente nuovo, per quanto inquietante. Et c'est précisément en cela que moi j'ai trouvé quelque chose de nouveau et de profondément inquiétant. A un certo punto, però, tutto questo ovviamente forse è interessante da un punto di vista, diciamo così, filosofico, ma non è sufficiente a spingere uno scrittore è necessario, ma non è sufficiente a spingere uno scrittore appunto a scrivere poi un'opera letteraria. Et tout cela a peut-être un intérêt, mais sur le plan philosophique. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant peut-être pour pousser un écrivain à réaliser une œuvre littéraire. L'altro elemento è che io ho cominciato a pensare incessantemente ai due assassini e alla vittima. Le deuxième élément est que moi, personnellement, j'ai commencé à être hantée par les deux assassins et par la victime. Per motivi che forse mi è impossibile analizzare fino in fondo. Pour des raisons que peut-être il m'est impossible d'analyser complètement. Ma Marco Prato, Manuel Foffo e Luca Varani sono state appunto tre persone a cui ho pensato ogni giorno, ogni ora del giorno e della notte per 4 anni. Parce
parce que les trois protagonistes, Marco Prato, Manuel Foff et Luca Varani, ont été trois personnes auxquelles j'ai pensé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 4 ans. E quindi ho cominciato a inseguire e a parlare con tutte le persone che li conoscono, che li conoscevano. Et j'ai donc en quelque sorte harcelé et j'ai en quelque sorte discuté avec toutes les personnes qui les connaissaient. I loro parenti, i loro amici, insomma tutti quanti. La famille, les proches parents, tout le monde. E ho fatto delle interviste molto lunghe, a un certo punto avevo migliaia di pagine sia di interviste e sia di atti processuali. Et j'avais des milliers de pages d'interviews de ces personnes et des milliers de pages aussi de pièces du procès. Tant'è vero che per me quando poi si è ammazzato in carcere Marco Prato è stato uno shock. Et lorsque Marco Prato s'est suicidé en prison, pour moi c'était un choc. Perché ricordo benissimo che cosa stavo facendo quando lui si è ammazzato. Je me souviens très bien ce que j'étais en train de faire quand il s'est tué. Stavo appunto leggendomi l'ennesima sbobinatura di una chat del suo cellulare a cui avevo avuto accesso. J'étais en train de lire en fait la retranscription d'une des chats de son téléphone mobile. Quindi io mi sono addormentato, mi ricordo, con questi fogli in mano perché non facevo altro che leggere in continuazione tutti questi documenti, quindi mi sono addormentato leggendo i suoi messaggi che lui aveva mandato tipo un anno prima all'altro assassino. Et moi je me souviens, je me suis endormie en lisant, ayant entre les mains ces feuilles que je n'arrêtais pas de relire, où étaient retranscrits les SMS qu'il avait envoyés un an plus tôt à l'autre assassin. E alle 7:30 alle 7 del mattino sento vibrare perché mi ero addormentato col cellulare vicino. Il cellulare mi è arrivato un WhatsApp. Et à 7 heures du matin, je sens mon téléphone qui vibre. Je m'étais endormie avec mon téléphone à côté. Ed era un mio amico che mi diceva: apri la pagina, apri la home page del Messaggero, che è appunto un quotidiano italiano. Et c'était un copain qui me disait visite la première page du Messaggero, un quotidien italien. E io prima di aprirla avevo capito che era qualcosa che riguardava Marco Prato. Et avant même d'ouvrir la une de ce quotidien, j'avais compris qu'il s'agissait de quelque chose qui concernait Marco Prato. Come se in maniera, diciamo, non del tutto conscia, io anche se non riuscivo a metterlo a fuoco, avessi pensato all'ipotesi del suicidio. C'est comme si inconsciemment, sans l'avoir vraiment compris, c'est comme si inconsciemment j'avais en quelque sorte pris en compte l'idée du suicide. Ma solo in quel momento ne diventassi consapevole. Et c'est comme si ce n'était qu'à ce moment-là que j'en prenais conscience. Sono andato un po' lungo, finisco. E ovviamente se sei così ossessionato da queste persone, vuoi cercare di capire chi sono. Et donc je vais faire court, puisque j'étais un peu long. Lorsque on est hanté par ces personnes, à un moment donné, on veut comprendre qui elles sont. E qui viene in soccorso quello di cui parlava Patrice e quello di cui parlava Paolo. Et donc j'ai fait ce que disait Patrick et ce dont parlait Paolo aussi. Il romanzo come forma narrativa polifonica, il romanzo come forma narrativa corale. Et donc j'ai utilisé le roman en tant que forme de narration polyphonique, en tant que forme de narration chorale. Io amo moltissimo i romanzi in cui i personaggi sono raccontati da altri personaggi. Moi j'aime beaucoup les romans dans lesquels les personnages sont racontés par d'autres personnages. Chi sono su una persona, su una qualsiasi persona, 10 persone che la conoscono daranno 10 opinioni diverse. Et 10 personnes vous diront 10 choses différentes sur la même personne. Questo ovviamente non arriverà mai a farci capire chi è davvero la persona, quella persona lì. Et bien évidemment, cela ne nous fera pas comprendre non plus qui elle est, cette personne. Ma mette in atto il processo conoscitivo che ci si avvicina di più.
mais c'est le processus de connaissance de la personne qui s'approche le plus de la connaissance de la personne même. Ed ecco perché un'opera letteraria che rinuncia alla finzione e che racconta la realtà può diventare qualcosa di interessante. Et c'est pour cette raison qu'une œuvre littéraire qui se passe de fiction pour raconter la réalité peut devenir quelque chose d'intéressant. Perché è uno strumento di indagine completamente diverso rispetto per esempio a quello, che ne so, del reportage narrativo, del reportage giornalistico, che pure è comunque importante ma che fa un'altra cosa. Et parce que c'est une forme d'investigation qui est différente, elle ne ressemble pas, par exemple, au reportage d'un journalistique qui est aussi important, mais c'est quelque chose de différent. Scusate la lunghezza, confesso che sono anche un chiacchierone. Je vous demande pardon si je suis long, mais je suis très bavard. Donc vous avez compris que ce roman a beaucoup de personnages. Mais il y a un protagoniste absolu qu'on n'a pas encore mentionné, vraiment, qui est la ville de Rome. Parce que ce roman est une grande traversée de Rome, une Rome inattendue, une Rome dépaysante, une Rome que l'on ne connaît pas, sauf ceux qui vraiment habitent Rome depuis de longues années. Parce qu'on ne retrouve pas le centre-ville que nous connaissons tous, plus ou moins, les grandes places de Rome, les monuments, les musées, les églises baroques. On retrouve plutôt des quartiers, comme une couronne de quartiers autour du centre, aux noms que vous sont peut-être plus ou moins familiers, donc Torpignatara, Boccea, Valle Aurelia, La Storta, donc toute une série de quartiers qui ne sont pas peut-être la banlieue. Il y a eu des articles dans les journaux français qui ont dit « Ah, c'est la banlieue de Pasolini ». Mais pas du tout. Tout d'abord parce que la Rome d'aujourd'hui n'est plus la Rome de Pasolini. Et ensuite parce que ces quartiers-là, ce n'est pas la banlieue. Ce sont des quartiers, parfois même des quartiers riches. Hein, mais ce n'est pas, disons, le centre historique de Rome auquel sont habitués les touristes français qui arrivent à Rome et qui généralement se déplacent entre le Palais Farnèse et Saint-Louis des Français. Voilà. Mais ce qui frappe surtout le lecteur, c'est le portrait qu'il nous donne de Rome. Le portrait d'une ville dégradée, d'une ville en déchéance, d'une ville pourrie, d'une ville où des armées de rats circulent parmi des montagnes d'ordures, des villes où les autobus prennent feu parce qu'ils ne sont pas entretenus, des villes où dans les chaussées des rues s'ouvrent des crevasses, des gouffres très dangereux pour la circulation et pour les piétons, une ville où les habitants n'ont aucun respect pour les monuments et ne font qu'uriner sur le mur du Colisée. Donc c'est un portrait vraiment dont les couleurs sont très, très, très sombres. L'image d'une ville en proie à une déchéance inarrêtable. Non ? Donc, je voudrais vous lire une petite page, juste pour vous donner un peu l'esprit. Alors, c'est la ville sous la pluie. Qu'est-ce qu'il arrive à Rome quand il pleut ? À Rome, la pluie rappelle à tout un chacun que la modernité est un battement de cils dans le déroulement infini du temps. Quand il pleut à Rome, les plaques d'égout sautent, la circulation disjoncte, les branches se cassent et tombent des arbres. Sur la Via Cassia, un couple de personnes âgées meurt écrasé par la chute d'un auvent. Alors, un premier appel est lancé aux citoyens depuis la mairie sur le Capitole. « Ne sortez pas de chez vous !» Mais tous autant qu'ils sont, les Romains sont dehors. Depuis le pont Milvius jusqu'à Garbatella, les rues se transforment en torrents noirâtres qui emportent les scooters garés. Les autobus cessent de circuler, ou leurs itinéraires sont déviés. Les stations de métro ferment l'une après l'autre, telles les ampoules d'une guirlande défectueuse. Les pompes, sorties d'entrepôts dévorés par la rouille, se retrouvent rapidement bloquées entre les voitures. On dirait que la ville est sur le point de s'écrouler, laissant entrevoir une ville antérieure.
puis une autre ville, encore plus ancienne. Le vieux portique des Argonautes derrière l'hôtel de la Patrie. L'amphithéâtre de Caligula, disparu depuis des siècles, à la place du palais Borghese. Si la pluie continuait, il y aurait fort à parier que les anciens dieux reprendraient possession des lieux. Mais ce n'est pas là le message. Tôt ou tard, toutes les villes seront détruites par la pluie. Que Londres ou Paris ne se fassent pas d'illusions. Pluie, guerre ou famine, temps tout simplement. On sait tous que la fin du monde arrivera. Mais chez l'homme, le savoir est une ressource fragile. La conscience de l'ultime, les habitants de Rome l'ont dans le sang, tant et si bien assimilée qu'elle ne suscite plus aucune réflexion. Pour ceux qui habitent ici, la fin du monde a déjà eu lieu. Je m'arrête là, mais je pourrais continuer, parce que les pages sont très nombreuses. Alors je m'adresse encore une fois, tout d'abord à Patrice Hoffmann, pour lui dire comment vous avez réagi face à cette image inattendue un peu de Rome, surtout inattendue par les lecteurs français, qui ont une image complètement différente de la ville. Un bonheur absolu, parce que, quand on fait de la littérature, on cherche à éviter les clichés, et là on n'est pas dans le cliché, on est complètement surpris, inattendu. Et puis, mais surtout pour cette idée clé, qui est pourquoi est-ce que ça me semble être de la littérature et de la grande littérature? C'est pas parce que c'est bien écrit et qu'il y a un style et des formules et des métaphores, etc. Juste parce qu'à un moment donné, et presque tout le temps, on est avec, on est dedans. C'est ça, le moment où on peut projeter sa propre personne au sein d'une scène, c'est là que ça devient littérature. Et les moyens pour y arriver sont infinis. Donc là, l'exemple que vous nous donnez sur ce petit passage, c'est simple, on voit quelque chose qui nous est complètement étranger, une ville qui nous est étrangère, ça nous fait plutôt rire d'une certaine façon, parce que là, il y a quelque chose d'humoristique. Et puis à un moment donné, la caméra recule, et c'est Paris-Londres, et puis c'est la mort, et c'est l'éternité qui nous concerne tous. Donc on est concernés autant que les uns et les autres. Et ça, c'est un mécanisme que Nicolas emploie très très souvent. Là, c'est au niveau de la ville. C'est évidemment le simple fait que ce soit un roman sur la ville, et non pas seulement ce roman sur ce crime, change complètement le point de vue et la focale. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, encore une fois, je n'y ai vu que confirmation de la grandeur de ce livre, à mon avis, d'un point de vue littéraire, et puis qui est poussé très très loin. Une chose qui m'a beaucoup impressionné, par exemple, dans ce qu'a fait Nicolas, c'est... Alors, on ne peut pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu le roman, mais juste une chose. Il y a, je crois, un seul personnage imaginaire dans ce texte, dans ce roman-là, qui est quand même un roman sur un acte odieux et des personnages abjects et dépassés par eux-mêmes. Bon, mais où on est dans la pure vérité de chacun, d'ailleurs. Non pas la vérité, mais la vérité de chacun. Et il y a un seul personnage de pure fiction. Comment pourrait-il être plus réel que ça? C'est le personnage qui est le sommet de l'abjection, en effet, et qui a une réalité. Ce personnage de fiction a une réalité qui dépasse toutes les réalités des autres. Bon, quand on lit ça, on n'hésite pas très longtemps. Que d'un côté, tu nous donnes un portrait affreux et répugnant de Rome, et à plusieurs reprises, tu interviens personnellement dans le roman pour exprimer aussi, en fait, ton dégoût et ta réaction, disons, vis-à-vis de cette situation d'une ville qui manque de toute possibilité de coexistence civilisée. Je pense au portrait que tu nous donnes des chauffeurs de taxi qui n'arrêtent pas de s'engueuler les uns les autres pour, disons, donner une idée de ce climat en quelque sorte sauvage. Mais de l'autre, tu nous parles à un moment donné, on reviendra sur cette dimension autobiographique dont on n'a pas encore parlé. Tu décides de quitter la ville, mais tu ressens tout de suite une nostalgie et tu décides d'y revenir. Donc, je voudrais un peu que tu t'arrêtes sur cette dimension d'ambivalence, mais je voudrais aussi disons, évoquer un aspect que dans ce roman, le lecteur a vraiment une sorte de haut-le-cœur face à cette ville répugnante
d'un côté et est amené à établir un lien entre la ville et le crime. Donc ce crime nous apparaît à un moment donné comme une sorte de fleur venimeuse qui est née dans ce terreau corrompu, pourri et dégradé. Alors, quel lien entre la ville et le crime et l'ambivalence, ton ambivalence vis-à-vis de la ville? Chiaramente questo libro non è sponsorizzato dall'assessorato al turismo Bien del Comune di Roma. évidemment, ce n'était pas l'Office du tourisme qui a financé mon livre. Quindi proviamo un po' a riparare. Donc, je vais essayer en quelque sorte de porter remède. Allora, per ciò che riguarda la connessione fra città e crimine, in realtà non c'è una connessione. Pour ce qui est du lien entre la ville et le crime, pour moi, il n'y en a pas. In realtà proprio dal punto di vista statistico. Du point de vue statistique, Perché se uno divide il numero degli abitanti di Roma per il numero degli omicidi che ci sono in un anno, capisce che è una delle città in cui ci sono proprio meno crimini e omicidi proprio a livello di capitali europee. parce que si on devait tout simplement diviser le nombre d'habitants par le nombre de crimes, de meurtres par an, commis par an, on verrait que c'est la ville où il y en a moins parmi les capitales de l'Europe. Quindi è un omicidio che sarebbe potuto succedere in qualunque città del mondo, Et ce crime aurait pu se passer dans n'importe quelle ville du monde. ma quel tipo di personaggi però solo a Roma. Mais ce type de personnage n'existe qu'à Rome. Ora, c'è da dire una cosa, che ogni città letteraria, anche quando si tratta di un'opera letteraria che rinuncia alla finzione, anche in questi casi ogni città letteraria è anche una città immaginaria. Et il faut dire également qu'une ville littéraire qui est présentée dans une œuvre qui se passe de fiction reste une ville imaginaire. Le città sono luoghi troppo complessi e troppo grandi per essere, come dire, riassunti da una sola persona. Anche un grande scrittore non ci riuscirebbe. Les villes sont des lieux trop complexes et trop grands pour être synthétisés en une seule personne. Même les plus grands écrivains ne pourraient pas le faire. Faccio un esempio che riguarda Roma proprio. Et je vous citerai un exemple concernant Rome. Nella seconda metà del Novecento arrivano a Roma due artisti dal nord, dall'Emilia-Romagna. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, deux artistes du nord de l'Italie arrivent à Rome. Uno è un po' più grandicello dell'altro, però più o meno il periodo in cui arrivano è lo stesso. Ils arrivent à peu près à la même époque, même s'il y en a un qui est peut-être un peu plus âgé que l'autre. E soprattutto la città è la stessa. Mais surtout, la ville est la même. Ebbene, vedono due città completamente diverse. Ils voient deux villes complètement différentes. Uno è Federico Fellini Federico Fellini d'un côté e l'altro è Pierpaolo et Pasolini. Pierpaolo Pasolini de l'autre. Sarebbe bellissimo fare un dittico, due schermi, uno manda a Cattone e l'altro manda la Dolce Vita. Ça serait très beau de faire un diptyque avec deux écrans, d'un côté la Catone et de l'autre la Dolce Vita. La città è la stessa e appunto però i film, la cifra stilistica dei film e anche dei personaggi e anche l'atmosfera sono due atmosfere completamente diverse. Et la ville est la même, mais la manière stylistique, les personnages, l'atmosphère est complètement différente. E detto questo, e quindi questo vale anche per questo libro, il fatto che sia molto personale la città. Et donc, ce que je viens de dire s'applique également à mon livre. C'est une ville qui est très personnelle. Quindi fatta questa premessa provo a restituirvi brevemente il mio sentimento della città. Et donc, cela ayant été dit, je vais essayer de vous dire comment je perçois, moi, cette ville. Giustamente, come diceva Paolo, Roma è una città i cui cittadini sono molto litigiosi fra di loro. Comme le disait Paolo, justement, les Romains aiment bien se disputer. Cosa che accade da più o meno 2700 anni a questa parte. Et ça fait au moins 2700 ans que ça dure. Infatti nel libro c'è un'epigrafe.
En fait, il y a une épigraphe dans le livre che è fatta da, come dire, un grande cinico romano, il 7 volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti. et qui appartient à l'un des plus grands cyniques de Rome, 7 fois président du Conseil, Giulio Andreotti. Che così recita: Et elle dit, texto, non attribuiamo i problemi di Roma all'eccesso di popolazione. il ne faut pas mettre les problèmes de Rome sur le compte du nombre de la population. Perché quando i romani erano 2, uno uccise l'altro. Parce que lorsque les Romains étaient 2, il y en a un qui a tué l'autre. Questo vale anche un po' per l'Italia. Et bon, ceci c'est vrai également pour l'Italie, on peut dire. Il nostro mito fondativo è la lotta fratricida. Notre mythe fondateur est une lutte fratricide. Spostiamoci per un attimo nel teatro elisabettiano. Mais passons maintenant au théâtre élisabéthien. Andiamo dalle parti di Shakespeare. Shakespeare, du côté de Shakespeare. Vi renderete conto che lì il mito fondativo è completamente diverso, perché è l'uccisione del re. Là, le mythe fondateur est complètement différent, parce que dans ce cas-là, c'est le meurtre du roi. Lì c'è una violenza verticale. D'un côté, donc, là-bas, chez Shakespeare, on trouve une violence qui est verticale. A Roma c'è una violenza circolare. À Rome, la violence est circulaire, Insomma, questo è abbastanza interessante. E detto ce que je questo, trouve intéressant. Roma si dice che, per esempio, è la città eterna. On dit que Rome est la ville éternelle, Eppure a me sembra che nessuna città come Roma sia al contrario consapevole che nulla è eterno, che tutto si consuma e che tutto è transitorio. et pourtant, moi je pense que aucune autre ville n'est aussi consciente que Rome, que rien n'est éternel, que tout passe et que tout est provisoire. Quindi questo può portare a un certo cinismo, Et cela peut entraîner un certain cynisme, perché una città che ne ha viste di tutti i colori non si sorprende più di nulla. parce que c'est une ville qui en a vu des vertes et des pas mûres. Elle ne se surprend plus de rien. Però nel fondo di questo cinismo c'è una saggezza. Mais ce cynisme contient une grande sagesse. Perché a Roma la hubris, la tracotanza sono impossibili. Parce que à Rome, l'hubris, l'arrogance sont impossibles. Vi faccio proprio un esempio così ci capiamo. Et je vous citerai un exemple pour me faire comprendre. Io da grande amante del rock ci sono rimasto molto male quando è morto l'anno scorso Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones. Et moi, qui ai toujours beaucoup aimé le rock, j'étais très déçue l'année dernière lorsque le batteur de Rolling Stones, Charlie Watts, est décédé. E mi ricordo l'ultima volta che sono venuti a suonare i Rolling Stones a Roma qualche anno Et fa. je me souviens très bien du moment, disons, le dernier concert des Rolling Stones à Rome. Sono venuti al Circo Massimo, quindi un luogo davvero bellissimo. Ils sont venus au cirque Maxime, qui est un lieu superbe. Ora io non sono nato a Roma, sono nato a Bari. Donc moi, je ne suis pas née à Rome, je suis née à Bari. Se fossero venuti a Bari i Rolling Stones sarebbe stata una cosa di cui i baresi si sarebbero ricordati per generazioni. Si les Rolling Stones étaient venus à Bari, les citoyens de Bari en auraient parlé pendant des générations entières. Io invece la serata dei Rolling Stones a Roma me la ricordo. Mais moi, je me souviens cette soirée du concert des Rolling Stones à Rome. Ero in un locale del Pigneto, che è un quartiere di Roma che Patrice conosce perché ci siamo andati insieme. J'étais dans un restaurant, bon, dans un si, ma dans un locale. J'étais dans un resto du Pigneto, qui est un quartier que Patrice connaît très bien. E mi ricordo che ero lì con degli amici. Et j'étais dans ce restaurant avec des amis. E arriva un altro amico con il motorino. Et à un moment donné, un autre copain qui arrive en scooter. E qualcuno dice: oh, ci venite al Circo Massimo? Et il y a quelqu'un qui dit: eh les gars, est-ce que vous venez au cirque Maxime? Ma perché? Che succede al Circo Massimo? Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au cirque Maxime? Non lo so, stanno 4 stronzi che suonano. Je ne sais pas, il y a 4 cons qui font un concert. I Rolling Stones. Quindi potete C'était capire les Rolling il resto. Stones. Donc c'est juste pour que vous puissiez comprendre le reste.
E qui c'è qualcosa, come dire, di salutare in questa città, secondo me. Et donc moi je pense que ça c'est très sain dans cette ville. Detto questo, Roma è una città al tempo stesso, come dire, invivibile per il suo caos, ma anche traboccante di vita. Et cela dit, Rome c'est une ville qui est invivable à cause de son chaos, mais c'est une ville aussi débordante de vie. È anche una città in cui, per esempio, questa è un'altra cosa positiva, le classi sociali si mescolano ancora molto. Et c'est autre chose positive, c'est une ville où les classes sociales se mélangent encore beaucoup. Al tempo stesso è più facile da Roma venire a Parigi che fare Roma Nord, Roma Sud in macchina e motorino. Cela dit, il est plus facile de se déplacer de Rome à Paris que d'aller des quartiers nord de Rome au quartier sud en scooter. E poi è una città sporchissima e bellissima. Et c'est une ville qui est en même temps très sale et très belle. Dunque, alla fine, per riassumere, la città dei vivi è anche una lunga lettera d'amore alla città. Et donc, disons, pour faire court, la ville des vivants, c'est aussi une longue lettre d'amour à la ville. Ovviamente è la lettera d'amore di un amante tradito. C'est bien évidemment une lettre d'amour d'un amant qui a été trahi, Sconfitto, qui a été défait, ma vincitore, mais qui est en même temps vainqueur, perché accetta il tradimento. parce qu'il a accepté la trahison. On a parlé de ces différents personnages, on a dit que Rome est l'un des personnages les plus importants, mais l'auteur lui-même se met en scène. Donc, j'ai évoqué au début ces deux modèles possibles, non, de sang-froid et l'adversaire. Alors, De sang-froid est un livre où l'auteur ne se manifeste pas. Il se cache derrière les événements. En revanche, L'adversaire d'Emmanuel Carrère est un roman où l'auteur prend la parole et s'exprime à plusieurs reprises et manifeste son rapport avec les personnages. Et c'est un peu le cas de ce roman où le narrateur ne se manifeste pas tout de suite. Il faut attendre, disons, la page 200 environ du livre pour qu'il nous explique les raisons de son obsession et parce qu'à un moment donné, il nous parle aussi de son adolescence. Il nous raconte pourquoi il a été à tel point obsédé par ce crime affreux. Et alors là, je voudrais revenir un peu sur cet aspect. Et encore une fois, je m'adresse à Patrice. Donc, il y a un peu comme l'adversaire, non, de Carrère, cette implication personnelle, comme si le narrateur était hanté par l'histoire qu'il est en train de raconter. Oui, je pense que c'est pas seulement un clin d'œil ou un signe au lecteur, c'est encore une façon d'entraîner le lecteur, non pas seulement dans une histoire aussi horrible que ce crime, non pas seulement dans cette ville qui à la fois est merveilleuse, attachante et par moments révoltante. C'est une façon de plus très très habile pour nous entraîner dans une histoire personnelle, alors absolument intime, en effet. Voilà, donc c'est encore une fois une stratégie, un artifice, un élément littéraire pour convaincre le lecteur qu'il est dans le texte, au fond. Et ça, c'est encore une fois l'art du romancier. Il y a cette évocation de ton adolescence pour expliquer les raisons de ton obsession vis-à-vis de ce crime. Sì, sulla mia presenza nel romanzo, io la intendo come una presenza in realtà di servizio. En quelque sorte, pour ce qui est de ma présence dans le roman, pour moi, en quelque sorte, c'est un peu un rôle de faire valoir. Racconto un piccolo aneddoto per spiegarla. Et je vais m'expliquer en vous racontant une anecdote. Io amo molto il cinematografico, è l'aneddoto, che forse alcuni conoscono. Dans le domaine du cinéma, que j'aime beaucoup. Allora, io amo molto il cinema di Nanni Moretti.
J'aime beaucoup les films de Nanni Moretti. Ma si dice che una volta andò a vedere un film di Nanni Moretti, un altro grande regista, Dino Risi. Mais on raconte qu'une fois, un autre grand réalisateur, Dino Risi, était allé voir un film de Nanni Moretti. E voi sapete che Nanni Moretti è molto presente, soprattutto nei suoi primi film, nel film. Et vous savez peut-être que Nanni Moretti est très présent dans ses films, surtout dans les premiers. E pare che dopo una ventina di minuti Dino Risi abbia detto questa cosa qui. Et il semblerait qu'au bout de 20 minutes, Dino Risi a dit ce qui suit. Bello, però adesso per cortesia spostati e farmi vedere il film. Tu es très beau, mais s'il te plaît, maintenant, mets-toi de côté que je veux voir le film. Ecco, io non sono così presente nel libro. Alors, moi, je ne fais pas ça dans mon livre. Però per me era importante essere presente per raccontare soprattutto tutte quelle scene di cui io ero l'unico testimone. J'avais besoin d'être présent pour raconter les scènes où j'étais présent en tant que témoin. Per esempio, a un certo punto ho incontrato un carabiniere, un colonnello dei carabinieri che si chiama Giuseppe Donnarumma, che aveva delle teorie particolarissime, stava indagando sull'omicidio e le aveva dette soltanto a me. Par exemple, une fois, j'avais rencontré un colonel des carabiniers qui s'appelle Giuseppe Donnarumma et qui avait des théories très particulières sur ce meurtre et qu'il m'avait raconté à moi. E quindi quello ero soltanto io, diciamo così, il testimone. Et il n'y avait que moi qui avait été témoin de cela. Allora, pur di non cedere alla finzione, mi sono messo in scena. Et donc, pour ne pas céder le pas à la fiction, je suis entrée, moi, dans la scène. E poi, ovviamente, poi ho raccontato, mi sembrava importante dover, come dire, mettermi anche io in gioco, visto che raccontavo le storie altrui. Et puis aussi, pour moi, il m'avait paru important d'entrer dans le jeu aussi, puisque je racontais des choses importantes. E quindi ho raccontato, ma sono giusto ovviamente 2 o 3 pagine del libro, le volte in cui da adolescente avevo rischiato di ficcarmi nei guai. Et donc, j'ai raconté, mais ça ne prend que 2-3 pages, ces épisodes lorsque j'étais adolescent et que j'ai risqué d'être vraiment dans les problèmes. Cosa sarebbe successo se la volta in cui a 18 anni ti sei messo in macchina ubriaco, anziché andare a sbattere contro il muro, avessi ammazzato una persona? Et par exemple, on aurait pu se demander qu'est-ce qui se serait passé la fois où, à 18 ans, tu étais en voiture, tu étais sous, et qu'au lieu de te cogner contre le mur, tu tuais quelqu'un. Sono cose a cui pensi quando poi indaghi su vicende del genere. Ce sont des choses qui nous viennent à l'esprit quand on approfondit, quand on enquête après des événements comme ceux que je raconte. E poi mi interessava documentare il momento in cui ho deciso di lasciare questa storia. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de documenter le moment où j'ai décidé de quitter cette histoire. Perché il problema quando raccogli materiale su queste storie è fino a dove ti devi spingere. Parce que lorsque on recueille du matériel sur ce type d'histoire, la question est toujours de savoir jusqu'où on peut arriver. Perché teoricamente potresti non fermarti mai. Parce que dans la théorie, on pourrait aussi ne jamais s'arrêter. Ma io infatti mi chiedevo quando avrei dovuto smettere di accumulare materiale. Et moi, à un moment donné, je me demandais à quel moment j'arrêterais d'accumuler des matériels. Ma quando però quel giorno è arrivato, l'ho riconosciuto. Mais en même temps, lorsque ce jour-là est arrivé, je l'ai reconnu, je l'ai compris. Ed è stato quando sono andato a portare dei fiori sulla tomba di Luca Varani con i genitori di Luca Varani. Et c'était le jour où j'ai été apporter des fleurs sur le lieu de l'enterrement, au lieu où est enterré Luca Varani avec ses parents. E siamo andati insieme a Prima Porta, che è la città dei morti. Et on est allé ensemble au cimetière de Prima Porta à Rome, qui est la ville des morts. Che è il cimitero più grande d'Italia. Et c'est le cimetière le plus grand de Rome. E allora siamo andati D'Italie, pardon. E allora siamo andati insieme
in macchina con i genitori di Luca Varani. Et nous y sommes allés ensemble en voiture avec les parents de Luca Varani. Era estate, mi ricordo, faceva caldo, molto caldo. C'était l'été, il faisait très chaud. Siamo arrivati con la macchina, insomma, sotto alla cappella dentro cui c'era la tomba di Luca Varani. Et nous sommes arrivés ensemble. La famille a une chapelle, et dans cette chapelle, il y a aussi la sépulture de Luca Varani. E loro hanno fatto, i due genitori di Luca Varani, due gesti, come dire, apparentemente bizzarri. Et les parents ont fait tous les deux un geste, ou plutôt deux gestes qui me semblaient tous les deux bizarres. Allora, il papà di Luca Varani ha spruzzato dell'insetticida nella cappella perché era effettivamente piena di zanzare prima che entrassimo. Le père, en fait, il a sprayé de l'insecticide dans la chapelle parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de moustiques lorsqu'on était rentré. E la mamma di Luca Varani, con una bottiglietta di plastica, ha versato l'acqua davanti all'ingresso della cappella perché non si sollevasse la polvere. Et la mère a versé de l'eau sur le pas de la porte de la chapelle pour ne pas faire de la poussière. Due gesti inusuali, ma l'hanno fatta con tanta grazia, con tanta delicatezza e con tanta attenzione che a me sono sembrati l'equivalente di gesti sacri. Et c'est des gestes assez inhabituels, mais qui ont été réalisés avec autant de grâce, de délicatesse et d'attention, qui pour moi ont une valeur de geste sacré. Dopo aver deposto i fiori sulla tomba, mi hanno invitato a casa loro, dove non mi avevano mai invitato. Et après avoir déposé les fleurs sur le tombeau, ils m'ont invité chez eux pour la première fois. Loro abitano nell'estrema periferia di Roma, è una casa circondata proprio completamente dai campi, dalla campagna. Et eux, ils habitent vraiment en périphérie de Rome, dans une maison entourée de champs. E ovviamente sapevano che stavo scrivendo il libro. Et bien évidemment, ils étaient au courant que j'écrivais mon livre. Ma io sono entrato in quella casa abbastanza agitato, chiedendomi se fossi degno o meno di entrare in quella casa. Et je suis entrée dans cette maison dans un état d'agitation en me demandant si j'avais le droit, si j'étais digne d'entrer dans cette maison. Mi ricordo che siamo entrati appunto nel soggiorno, ci siamo seduti nel soggiorno e loro mi hanno offerto un liquore alla carruba che fanno loro. Et je me souviens, nous sommes entrés dans le salon, on s'est assis et ils m'ont proposé de boire une liqueur de caroube qu'ils font eux-mêmes. E c'era una situazione di grande intensità, ma poi a un certo punto anche di grande intimità. Et donc, il s'est créé une situation très intense et en même temps très intime. E abbiamo cominciato a chiacchierare. Et donc, on a commencé à discuter. E loro erano degli ottimi conversatori, devo dire. Et ils aimaient bien le dialogue, il faut que je dise. E abbiamo chiacchierato molto, tanto che siamo entrati che c'era la luce appunto del pomeriggio e a un certo punto stava tramontando il sole. Et on a vraiment beaucoup discuté. Quand on est entré, il faisait encore jour, c'était l'après-midi. Et quand je suis sortie, c'était le coucher de soleil déjà. E a un certo punto la mamma di Luca Varani mi si è avvicinata e mi ha detto: vuoi vedere la stanza? Et à un moment donné, la mère de Luca Varani s'est approchée de moi et m'a dit: est-ce que tu veux voir sa chambre? E mi ha portato nella stanza di Luca Varani. Et il m'a fait entrer dans la chambre de Luca Varani. Che, come accade spesso in questi casi, era rimasta completamente intatta, cioè come se il figlio dovesse tornare da un momento all'altro. Et comme cela arrive souvent dans de cas pareils, la chambre était restée inchangée, comme si son fils devait rentrer d'un moment à l'autre. E io quando ho messo, come dire, sono entrato nella stanza, non appena sono entrato nella stanza, Et dès que j'ai mis un pas dans cette chambre, ho capito immediatamente che quelli sarebbero stati gli ultimi passi che io avrei tenuto in questa storia. j'ai compris immédiatement que c'était mes derniers pas dans cette histoire. Perché oltre a quell'intimità non era giusto andare. Parce que c'était pas juste d'aller au-delà de cette intimité. Ovviamente cos'è giusto e cos'è sbagliato è difficile dirlo in questi casi. C'est clair que c'est compliqué de dire ce qui est bien et ce qui est mal dans de pareils cas. Perché ovviamente ho detto a tutte queste persone qui che stavo scrivendo il libro: Moi, j'avais dit à toutes ces personnes que j'étais en train d'écrire ce livre, ma avvisare non è chiedere il permesso. mais
le fait de dire quelque chose, cela ne revient pas à demander l'autorisation. C'è nella scrittura di questi libri sempre un gesto d'arbitrio. Dans l'écriture de ces livres, il y a toujours un geste qui relève de l'arbitraire. L'arbitrio è dello scrittore che però se ne assume anche il rischio. C'est l'arbitraire qui appartient à l'écrivain et qui, en même temps, en prend la responsabilité. E quindi, come dire, è un rischio che anche questo non si può indagare fino in fondo, però in quel momento per me è stato chiarissimo che lì il libro era finito. C'est un risque qu'on ne peut pas approfondir et comprendre complètement. Mais c'est le moment où j'ai compris que, pour moi, c'était le moment où je m'arrêtais. E a quel punto è successa una cosa strana, anche questa non so se è giusta o se è sbagliata, però ve la racconto. Et là aussi, il y a une chose étrange qui s'est passée. Encore une fois, je ne sais pas si c'était un bien ou si c'était un mal, mais je vais vous le dire. Cioè io, come avete capito, sono stato molto immerso e molto partecipe di questa storia, ossessionato da questa storia. Vous l'aurez compris, j'étais complètement plongé, pris, hanté, obsédé par cette histoire. Ma quando ho consegnato il libro all'editore, ne sono stato immediatamente risputato fuori. Mais dès que j'ai remis mon livre à mon éditeur, j'en suis sortie immédiatement. Tanti giornalisti mi hanno chiesto: ma questa ossessione, raccontaci di questa ossessione non esiste più dal giorno in cui ho finito il libro. Et beaucoup de journalistes m'ont demandé, parle-nous de cette obsession. Eh bien, cette obsession n'était plus là dès que j'avais terminé mon livre. Merci. Donc, tu as évoqué les parents de Luca Varani. Alors, dans ce roman, il y a beaucoup de personnages, on l'a dit, mais il y a beaucoup de parents. Il n'y a pas que les parents de la victime, il y a les parents de 2 assassins. Donc, je voudrais revenir un peu sur cet aspect. En fait, il y a surtout les pères. Pour toute une série de raisons, les mères ont un rôle mineur. Et donc, il y a ces 3 pères, très différents les uns des autres, vraiment très, très différents. Et je voudrais à la fois m'adresser à Patrice et à Nicola pour leur demander qu'est-ce que vous pensez de ces 3 pères qui sont vraiment très personnalités, même d'un point de vue social, d'un point de vue du niveau culturel et de la personnalité même. Ce sont 3 images différentes, un peu de la ville de Rome aussi. Ils appartiennent à 3 quartiers différents. Ils ont derrière eux des expériences de vie différentes et ils ont un rapport vis-à-vis du crime très différent. Bon, évidemment, le père de la victime, c'est le rôle le plus douloureux, mais aussi les 2 pères réagissent au crime de leurs enfants d'une façon très différente. Nicolas a utilisé le mot tout à l'heure, la responsabilité. Je pense que la responsabilité de l'écrivain est énorme. Il se passe des choses tellement fortes que je m'imagine à quel point ça doit être intimidant pour un auteur de porter cette responsabilité-là, mais on sent des choses très très fortes, c'est très très fort. D'abord la dignité du père de Luca Varani, ça, alors moi je l'ai senti comme ça. Après, en effet, autant de lecteurs, autant de façons de réagir, donc je n'ai que mon point de vue à moi. Et puis cette vision... alors il y en a un qui est beaucoup moins digne, d'une certaine façon, et qui est très très surprenant dans son rapport aux médias, etc. Mais encore une fois, c'est ce mécanisme incroyable que Nicolas peut développer à travers tous ses points de vue et qui nous donne autant de vérité. Et c'est pour ça qu'on est à ce moment-là dans la vérité de la vie, d'une certaine façon. Et dans les proches, dans les parents, il n'y a pas que les pères non plus. Moi, j'ai été ému, comme il est difficile de l'être, par la petite amie de Luca Varani, qui est un personnage absolument troublant. Et je défie quiconque, en lisant cela, de ne pas, là aussi, être un petit peu, et c'est encore une fois la force du roman, d'être un petit peu cette jeune fille, à un moment donné, découvrant l'inconcevable, découvrant pas seulement le meurtre, mais beaucoup d'autres choses. Et on suit, grâce à Nicolas, on suit la découverte étape par étape,
et donc l'état dans lequel peut être cette personne. Et c'est pareil pour les pères, puisqu'on les voit, le premier père, on le voit la première fois. Là encore une fois, le métier de l'auteur, c'est-à-dire que quand le premier père apprend que son fils, c'est la police qui l'appelle, mais on ne l'apprend pas juste comme ça. On l'a vu d'abord partir de Rome avec sa famille, en voiture, avec sa femme à droite, quelqu'un d'autre derrière, tous les problèmes qu'on peut avoir dans une voiture, et puis on sort de Rome, et d'un seul coup, il y a un coup de fil, et donc on est préparé par tout cela à être soi-même un peu, on connaît tous ces moments de voiture et de famille, etc. Et d'un seul coup, voilà, on partage ce moment de sidération totale qu'a ce père-là. Io raccontando appunto questi tre padri, queste tre madri, queste famiglie, a un certo punto mi sono sentito in una situazione di disagio. Moi-même, lorsque je racontais ces trois pères, ces trois mères, ces trois familles, à un moment donné, je me suis sentie mal à l'aise. Perché io parlavo con loro e avevo rapporti con loro, ma loro non avevano rapporti appunto gli uni con gli altri. Parce que moi, je parlais avec eux, mais eux, ils n'avaient pas de relation entre eux. Dal giorno dell'omicidio, questi tre nuclei narrativi sono completamente separati. Et ces trois centres de narration sont tous séparés depuis le jour du meurtre. Il padre di Luca Varani era molto arrabbiato perché gli altri genitori degli altri due ragazzi non lo avessero mai contattato, anche per chiedergli scusa per interposta persona. Et par exemple, le père de Luca Varani était très en colère parce que les pères des deux autres jeunes ne l'avaient jamais appelé, ne serait-ce que pour lui demander pardon, même si indirectement. E appunto parlarsi forse sarebbe stato, come dire, importante. Et en effet, se parler aurait été important. Avrebbe forse probabilmente aiutato a elaborare il lutto. Aurait peut-être aidé à élaborer le deuil. Ma questo non è successo però. Mais cela ne s'est pas passé. Ovviamente il papà di Luca Varani può essere arrabbiato per questo, io invece non me la sento di giudicare. Le père de Luca Varani est dans son droit de se sentir en colère à cause de cela. Moi, je ne me sens pas de prendre une position là-dessus. Perché mi trovo ovviamente in una situazione molto più semplice. Parce que bien évidemment, ma situation est beaucoup plus simple. Però è vero che qui parlano fondamentalmente soltanto i padri dei tre ragazzi. Mais c'est vrai que globalement, ce sont les trois pères des trois jeunes qui s'expriment essentiellement. C'è un silenzio delle madri. Les mères se taisent. Anche se è un silenzio molto diverso a seconda delle madri. Même si le silence change selon les mères. La mamma di uno degli assassini, di Manuel Foffo, fondamentalmente non parla perché per una questione probabilmente di maschilismo hanno deciso che è il padre che deve avere rapporti con l'esterno e non la madre. Par exemple, la mère de Manuel Foffo, elle se tait, elle reste silencieuse, mais pour une question quasiment de machisme, parce qu'ils ont décidé que c'est le père qui tient les relations avec l'extérieur. Il silenzio della mamma dell'altro assassino, di Marco Prato, invece è un silenzio molto molto consapevole e voluto. La mère du deuxième meurtrier de Marco Prato, c'est un silence qui est conscient, qui est volontaire, qui est voulu. Ed è dovuto probabilmente a una frattura fra Marco Prato e sua madre, stando a quello che racconta Marco Prato. Et cela est dû peut-être à une cassure entre Marco Prato et sa mère, du moins selon les paroles de Marco Prato. Che però probabilmente qualche fondo di realtà ce l'ha, perché per esempio la mamma di Marco Prato non lo va mai a trovare in carcere. Mais il y a peut-être là un fond de vérité, parce que la mère de Marco Prato n'ira jamais le voir en prison. Mentre il silenzio della mamma di Luca Varani è un silenzio molto costruttivo. Alors que le silence de la mère de Luca Varani est un silence très constructif. Perché il papà di Luca Varani si agita molto, si arrabbia, grida con le persone con cui ha a che fare. Parce que le père de Luca Varani s'agite, crie beaucoup avec les personnes avec lesquelles il entre en relation.
la madre nel silenzio cerca di far sì che tutto questo non faccia implodere la sua famiglia, quindi è un po' un silenzio che tiene tutto insieme, impedisce, diciamo così, alla famiglia di crollare. Et donc son silence, en quelque sorte, essaye de faire en sorte d'éviter l'implosion de la famille. Son silence fait qu'en quelque sorte la famille tient et ne s'écroule pas. Detto questo, una domanda è sicuramente lecita, anzi una domanda è inevitabile. Cela dit, il y a une question qui s'impose et qui est même inévitable, Anche se è una domanda senza risposta. même si elle n'a pas de réponse. Cioè, se questo, anziché essere il racconto dei padri, fosse stato il racconto delle madri, i tre nuclei narrativi si sarebbero parlati fra di loro? Et la question est de savoir si ce roman, au lieu d'être le récit des pères, avait été le récit des mères, est-ce que les trois centres narratifs se seraient croisés? E quindi insomma, non abbiamo una risposta, ma è impossibile non farsi questa domanda. On n'a pas la réponse, mais cette question est inévitable. Alors je veux lire juste un petit passage. Pendant des années, entre 2009 et 2015, des membres des familles de victimes du terrorisme avaient rencontré certains des responsables de la mort de leurs proches. L'expérience partait de quelques prémices. D'un côté, les responsables de la lutte armée étaient conscients d'avoir détruit la vie de familles entières. De l'autre, les proches des victimes étaient prêts à reconnaître l'humanité de la partie adverse. Notre intention, écrivait un des auteurs du livre dans la préface, était, et c'est toujours, de réunir sur le même chemin, avec nous médiateurs au milieu, les personnes qui ont subi un malheur terrible et celles qui ont causé le malheur en question, liées par quelque chose aussi mystérieux et par de nombreux aspects inexplicables que fort inévitable, décisif, le besoin ou la recherche de justice. Sur le parcours, continuait le préfacier, nous avons rencontré des problèmes, des questions, des nœuds que seul l'autre, cette altérité problématique, pouvait défaire, et des doutes que seule la confiance dans cet autre pouvait dissiper. Plus d'une fois, pensais-je, le père de Luca Varani s'était plaint de n'avoir jamais reçu d'appel des parents de Manuel et de Marco. Briser un silence terrifiant, faire le premier pas. Les chances que quelque chose de semblable ait lieu étaient faibles, vu le niveau d'incompréhension, de méfiance entre les parties, et encore plus en l'absence de médiateur ou de garant. Il y avait en jeu des sentiments et des états d'esprit difficiles à dominer, comme la colère, la honte, le désespoir. Mais peut-être que seul un acte pareil, une démarche apparemment insensée, un geste impossible, pouvait briser le sortilège, le cercle du mal et de la solitude. Alors, pourquoi un personnage, c'est la question qui m'est venue en ayant lu le livre, comme le père de Marco Prato, qui est un intellectuel, un manager culturel, un personnage connu, un personnage qui a une capacité de réflexion, n'a pas pu trouver le moyen de s'adresser au père de la victime de son enfant. Non credo che sia una questione di livello culturale in realtà. Je ne pense pas en effet qu'il s'agisse d'une question du domaine du culturel. Ma una questione, come dire, di educazione ai rapporti umani, sì. Mais cela a plus trait à l'éducation et aux relations humaines. Però è anche vero che a volte in situazioni disperate, in situazioni tragiche, non si può chiedere troppo ai singoli. Mais c'est vrai aussi que dans des situations de désespoir, dans des situations tragiques, on ne peut pas trop en demander aux personnes. Anche perché c'è una differenza enorme rispetto al passo che Paolo ha letto. Et parce que par rapport au passage que Paolo vient de lire, il y a une différence énorme. Perché quello è, come dire, un processo, si chiama di giustizia riparativa. Ce qui est illustré dans ce passage est ce processus qu'on appelle la justice réparatrice.
e nella giustizia riparativa sono fondamentali i mediatori. Et dans ce processus de justice réparatrice, les médiateurs jouent un rôle essentiel. Nel caso del libro dell'incontro, gli ex terroristi e le loro vittime si sono incontrati grazie a dei mediatori che l'hanno consentito. Et dans le livre de l'incontro, le livre de la rencontre entre les anciens terroristes et leurs victimes a été possible grâce aux médiateurs qui l'ont permis. Il problema è che queste famiglie invece sono state lasciate completamente sole ad affrontare la loro tragedia. Alors que ces autres familles ont été complètement laissées pour compte, ont été complètement abandonnées face à leur tragédie. E quindi qual è il vero assente di questo libro? Et donc, qui est donc le véritable absent dans ce livre? È la comunità il vero assente di questo libro. C'est la communauté qui est absente. Perché è la comunità che dovrebbe rendere possibile questo tipo di incontri. Car c'est la communauté qui devrait rendre possible ce genre de rencontre. E cosa rende possibile alla comunità favorire questi incontri? Mais qu'est-ce qui fait qu'une communauté puisse favoriser, permettre ce type de rencontre? Delle tradizioni o dei meccanismi rituali. Eh bien, ce sont des traditions ou des mécanismes rituels. Ma noi, mondo laico, abbiamo rifiutato tutti questi meccanismi rituali. Mais nous, monde laïque, nous avons rejeté tous ces mécanismes rituels. Ce n'è rimasto solo uno, i funerali. Il y en a un seul qui reste, et ce sont les obsèques, les funérailles. Tant'è vero che il momento peggiore del Covid è stato quando non è stato più possibile celebrare i funerali. Et cela est d'autant plus vrai que le moment le plus terrible de la pandémie de Covid, c'était lorsque il n'était plus possible de célébrer des obsèques. Perché se non c'è una comunità che certifica coralmente, ancora una volta, il fatto che una persona che prima esisteva non esiste più, l'elaborazione del lutto non può nemmeno cominciare. Parce que s'il n'y a pas une communauté qui, en quelque sorte, certifie de façon chorale que quelqu'un qui était n'est plus, eh bien, l'élaboration du deuil ne peut pas commencer. E di solito, come dire, questo è uno dei casi in cui la letteratura può svolgere una funzione vicaria. Et c'est dans ces cas-là que la littérature peut elle-même jouer un rôle de remplacement. La letteratura, per esempio, può testimoniare per chi non può farlo. La littérature peut témoigner pour ceux qui ne peuvent pas le faire. E può mettere in atto, come forse è questo libro, un piccolo meccanismo rituale in mancanza di un più importante e diffuso meccanismo rituale. Et, ou alors elle peut tenter, comme c'est le cas de ce livre, tenter de mettre en place un petit mécanisme rituel à la place d'un autre, beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Se ci pensate, per esempio, il teatro è nato proprio per questo motivo, il teatro occidentale. Si on y réfléchit bien, le théâtre occidental est né justement pour cela. E quindi, insomma, ritorniamo al perché appunto un'opera letteraria può occuparsi di un caso del genere, per mettere in atto, per mettere in circolo, per creare un piccolo, diciamo così, meccanismo rituale che magari per chi lo legge può avere quello sarebbe molto bello, anche in tutta questa oscurità, una funzione catartica. È lì che c'è il rovesciamento. Et là, on revient en fait à l'œuvre littéraire. Alors, pourquoi est-ce qu'une œuvre littéraire peut se pencher sur des cas tels que celui-ci? Eh bien, c'est pour créer une circularité, pour mettre en place un petit rite pour ceux qui lisent et qui sont dans une totale obscurité, et donc pour jouer un rôle de catharsis. E quindi per finire, in attesa, possiamo dire forse così, che in attesa che il mondo faccia quello che deve, la letteratura fa quello che può. Et donc, pour conclure, en attendant que le monde fasse ce qu'il doit faire, la littérature fait ce qu'elle peut. Merci. Grazie.